tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer dans la thématique d'instrumentation. Et je rappelle à tous ceux qui voient cette vidéo pour la première fois que sur cette chaîne, on traite de tout ce qui est automatisme, instrumentation, contrôle commande. Donc on a déjà fait pas mal de vidéos, on a parlé de la prise en main d'EvaPlan SCADA, on a parlé de la programmation d'une vanne sur Automate Triconex, le traitement des entrées analogiques à la fois sur Siemens, Schneider. On a présenté les nouveautés TTA Portail V18, on a parlé de la virtualisation en automatisme. On a présenté les solutions pour les bit systems sur, pour pouvoir implémenter les fonctionnalités des bit systems sur les API SL300. Comment programmer un GraphC. Donc, toutes ces vidéos qui sont sur la chaîne, c'est gratuit. La seule chose que vous pouvez faire pour soutenir la chaîne, c'est de liker les vidéos, bien évidemment, et puis de vous abonner, partager massivement à tous ceux qui sont intéressés par les sujets contrôle commande. Donc, aujourd'hui, on va regarder rapidement comment est-ce qu'on peut spécifier, dimensionner et spécifier un transmetteur de niveau. Donc, dans ce thème, il y a deux étapes. Il y a le dimensionnement et il y a la spécification. Donc, ce sont les étapes, ce sont des activités qui reviennent régulièrement quand on est en bureau d'études. Si vous êtes en bureau d'études, vous avez besoin vous êtes sur un projet où il y a de l'instrumentation, vous allez être confronté à tout ce qui est dimensionnement et spécification. Alors, je précise que je suis en même temps l'auteur du livre Le Grand Guide des systèmes de contrôle commande industriel. Donc là, je suis à la page 192 de cet ouvrage et on explique en fait comment est-ce qu'on peut mesurer un niveau. Voilà, donc déjà le niveau, c'est quoi le niveau d'un fluide? C'est une distance, hein. C'est-à-dire que si j'ai un réservoir comme celui-ci, mon niveau peut être défini comme la distance du bas du réservoir jusqu'au niveau de cette surface plane. Si je n'ai pas un réservoir avec de la mousse, etc. Donc, et ça peut s'exprimer aussi en pourcentage. Ça veut dire que si je définis cette distance de 0 à 100%, la D', à chaque fois que j'ai une valeur inférieure à D', j'ai un pourcentage de D'. Donc ça, ce sont les unités qui peuvent être utilisées pour mesurer le niveau. Alors, ça c'est dans le livre, hein. Vraiment, vous avez tous les détails avec les calculs et autres. Donc, c'est à la page 192 pour ceux qui ont le livre. Donc, dans cette présentation, on va revenir un peu en détail sur, comme je l'ai précisé, ce qui est détaillé, expliqué dans le livre. Donc, il y a le principe de mesure par pression hydrostatique. Bon, bien évidemment, dans cette présentation, on n'a pas l'intention de présenter comment dimensionner tous les types de transmetteurs de niveau qui existent. Non, on va sur une technologie bien précise, c'est-à-dire d'utiliser la pression pour mesurer le niveau. Alors, si vous avez un réservoir, vous avez un fluide qui va évoluer entre les points A et les points B. On peut noter B, le point haut du fluide, hein, et A, le point bas. Donc, vous êtes d'accord avec moi que dans une configuration comme celle-ci, la pression en A sera plus forte que la pression en B parce que justement, A va supporter déjà la pression à ce point, plus la pression de la colonne de fluide au-dessus du point A. Et s'il y a encore une pression dans le réservoir, donc la pression du réservoir va s'appliquer sur la colonne de fluide et donc, vous aurez une pression en A qui est supérieure à la pression en B. Alors, on démontre et nous admettons dans cette vidéo, parce que je ne vais pas faire un cours de mécanique des fluides, donc c'est des principes de physique, hein, sciences physiques. On démontre que PA moins PB, donc la différence de pression entre le point bas et le point haut, est égale à ρ, qui est la masse volumique du fluide, multiplié par l'accélération de la pesanteur, multiplié par la hauteur de fluide entre les points A et les points B. Donc, en d'autres termes, on a une relation de proportionnalité entre la delta P, delta, c'est-à-dire la différence de pression entre les points A et les points B, et la hauteur du fluide. Parce que n'oubliez pas, la masse volumique, dans le cadre des liquides, comme celle-ci, on est sur un process très simplifié, elle est constante. Ce qui est différent si on travaille sur des gaz.
Bien évidemment, ne me demandez pas, pour des gaz à l'état gazeux, de venir mesurer un niveau. Ça n'a pas de sens. Les niveaux se mesurent pour les liquides. Alors, et peut-être pour le GPL, donc s'il y a du gaz liquéfié et tout, oui, on peut mesurer. Mais ici, on ne va pas rentrer. On est dans quelque chose de très simple pour que vous compreniez le principe qu'il y a derrière. Alors, cette relation me montre que la hauteur de mon fluide n'est rien d'autre que la différence de pression divisée par ρ multiplié par G. Donc, qu'est-ce que ça sous-entend? À chaque fois que je peux connaître la différence de pression entre les points A et les points B, je suis en mesure de déterminer la hauteur de mon fluide. Et donc, c'est ce principe qui peut m'autoriser à utiliser un transmetteur de pression différentielle pour mesurer la pression entre le point bas et le point haut de mon réservoir et en déduire la hauteur du fluide et donc la mesure du niveau. Voilà, donc on va prendre un problème posé. On a de l'huile de palme dans beaucoup d'industries en Afrique et même en Europe. Hein. Le Nutella, c'est fait à base d'huile de palme. Alors, ici, on a un réservoir, supposons on a un réservoir de stockage d'huile de palme. On a un réservoir de stockage de palme et on va donc installer un capteur ici. Sur le schéma PID, va s'appeler LT. En réalité, c'est un capteur de pression différentielle parce que, rappelez-vous que sur la SIAD précédente, on a démontré que la différence de pression permet de déterminer la hauteur H. C'est-à-dire, en tout moment où j'ai la différence de pression entre deux points de liquide, j'aurai la possibilité donc de connaître le niveau. Et donc, on a les données de densité où on nous dit par exemple que l'huile végétale c'est 0,891 par exemple. Alors, on vous dit, il faut acheter ce capteur. Vous êtes dans une industrie, votre patron vous dit, voilà, on a des bacs de stockage et tout, pour des besoins d'inventaire, il faut qu'on sache quelle est la quantité d'huile de palme qui se trouve à l'intérieur. Donc, vous êtes l'ingénieur instrumentation, vous êtes peut-être perdu, vous n'avez pas acheté le livre, le grand guide des systèmes de contrôle-commande, mais vous tombez sur cette vidéo, donc c'est vraiment le moyen, le moment le plus idéal hein, pour que vous puissiez vous mettre à niveau là-dessus. Et on suppose ici que la hauteur du réservoir sur lequel on veut travailler est de 3 mètres. Voilà, ce sont les hypothèses, c'est la configuration. Donc on a un réservoir simple, on n'a pas une pression au-dessus, ici on n'a pas, non, vraiment on a un réservoir de stockage. Bien évidemment, il y a des cas plus compliqués que ceci, parce que quand vous rentrez dans l'industrie du pétrole par exemple, vous avez des ballons de séparation dans lesquels vous avez une pression à l'intérieur du ballon de séparation. C'est une pression statique qui doit être prise en compte lors de la spécification du capteur. Bon. On va pas, le but ici, à la fin de cette vidéo, c'est pas de faire de vous des experts en instrumentation, mais c'est de présenter une des activités dans un cas qui peut se poser pour pouvoir dimensionner un transmetteur de pression, de niveau. Bien évidemment, si vous avez des problèmes et tout, la société CSC Automation sera ravie de vous apporter des solutions, puisque l'instrumentation fait bien partie de nos métiers. Alors, quand on a ce genre de problème, comment il faut procéder? Comment il faut procéder? Donc, le réservoir, il a la pression atmosphérique, donc PB égale à P atmosphérique. Alors, donc si le réservoir est vide, H égale à 0, vous convenez avec moi que j'aurai une différence de pression nulle parce que j'aurai la pression A qui égale à la pression B qui égale à 0. Quand le réservoir est plein, j'aurai ρGH, et donc, on met tout ça dans les unités. Hein. La densité, on était à 0,899. Pour passer de la densité à la masse volumique, il faut multiplier par 1000 par rapport à puisque la densité c'est par rapport à la densité de l'eau. Donc ça fait 899. Alors l'accélérateur de la pesanteur, si vous faites le projet dans une ville montagneuse, très élevée, etc. et tout, vous pouvez vous renseigner pour savoir quelle est la valeur de l'accélération de la pesanteur et avoir un calcul assez précis de la valeur maximale de la pression que vous aurez, la différence de pression que vous aurez, parce que c'est cette grandeur qui vous permet de dimensionner le capteur. Donc, on va le voir par la suite. Alors, ici,
On a donc considéré 3 mètres fois 9,8. Ça nous donne 26 430 pascal. Et vous avez la possibilité de trouver ça à 264 mégabars. On va voir sur Internet rapidement si on peut passer des millibars ou bien des pascals. On va passer du pascal au millimètre de colonne d'eau, au inch H2O. Donc on a 26 430. Juste sur Google, hein, ça fait 106,21. Donc ici, on va donc prendre 106,21. 106,21 inch H2O. Voilà. Donc on va mettre ça comme ça. Donc ça va donc 106,21. Autant pour moi, j'ai fait une erreur à la saisie. Voilà. On a 106,21 in H2O. Donc là, j'ai déterminé l'étendue de mesure de mon capteur sera de 0 inch H2O à 106,21. Ou alors, mon capteur va travailler de 0 à 264,3 millibars. Alors, pourquoi j'ai fait une conversion? On va prendre un cas très simple, on va prendre un exemple, on va regarder un fabricant. On va regarder le fabricant Yokogawa par exemple. Alors, que nous dit Yokogawa? Yokogawa, il nous dit ils ont un transmetteur de pression différentielle de la gamme EJA, etc. Avec tous ces accessoires, son schéma de montage. OK? Et quand on vient sur les specs, il nous mesure en valeur primaire la différence à pressure, ce qui est bien. On a une pression 0,055, ce qui est parfait pour des applications. Hein, on a une variable primaire qui a un temps de réponse de 90 millisecondes. Je suis assez satisfait de ça. Et on a ce qu'on appelle les capsules. Donc, les capsules, c'est que à l'intérieur, c'est quoi? C'est que dans un capteur, vous avez une capsule qui est en fait, la capsule, c'est ça qui va vous permettre de pouvoir, c'est ça qui est, c'est l'élément sensible, c'est ça qui est en liaison avec votre procédé. OK? Donc, c'est ça qui va mesurer la pression. Du coup, quand on vient ici, on se rend compte que on a plusieurs capsules. Donc, si je prends par exemple la capsule F, on me dit que la capsule F peut aller jusqu'à 20 inch H2O. Mais souvenez-vous que nous, on a jusqu'à 106 inch H2O. Donc, on ne peut pas, malheureusement, utiliser la capsule F. Par contre, la capsule M, on nous dit que sur la capsule M, on peut aller en minimum de 4 inch H2O. On peut arriver jusqu'à 400 inch H2O. Donc, dans le cas d'espèce, la capsule qui, bien évidemment, pourra correspondre à notre application sera au minimum la capsule M. OK? Donc, quand vous allez, on va regarder rapidement, hein, on va prendre une datasheet. On va prendre une datasheet très rapidement sur un projet. On a fait des projets. On va prendre une datasheet d'un transmetteur de pression. On va regarder les datasheets. Voilà. Voilà, c'est une datasheet d'un transmetteur de pression. C'est un projet sur lequel on a travaillé. Bon. Quand je suis arrivé à cette étape, j'ai déterminé l'étendue de mesure. J'ai fait ce qu'on appelle le dimensionnement de mon instrument. Maintenant, il y a lieu de le spécifier. Pour le spécifier, vous allez prendre une datasheet comme celle-ci. C'est une datasheet qui est conforme au standard ISA, donc Instrumentation Society of Automation, qui est la plus grosse organisation qui fédère la plupart des fabricants des produits d'automatisme et d'instrumentation et autres, et qui permet justement de définir des standards et des normes sur les documents d'ingénierie, etc. Donc ici, on a récupéré, j'ai juste pour des besoins de la vidéo, hein, vous aurez une feuille vierge hein, quand vous allez faire votre projet, donc vous allez renseigner pas mal de choses. Et ici donc, au niveau de la partie transmetteur, donc ici vous avez précisé
le fluide, hein, le type de fluide, la pression, etc., la phase gazeuse et tout, et la densité. Si vous avez la densité, vous allez préciser ici. Maintenant, vous allez préciser l'étendue de mesure de votre instrument. Donc, moi, je peux dire, par rapport à ce que j'ai vu là, donc je suis au moins, mon capteur doit être fait au moins du 106,21. Bon, je peux décider d'être sur une échelle, par exemple, de 0 à 200. Voilà, on peut dire 0 à 200. Il faut préciser l'unité. Très important. Donc, je suis sur une échelle, par exemple, de 0 à 200. Ici, je vais mettre inch, millimètre. Bon, ici, sur cette feuille, bien évidemment, on travaille avec Emerson et puis ils ont plus des capsules ou des éléments sensibles en millibars. Le Kogawa travaille plus avec des inch H2O, voilà. Mais rien n'empêche que je fasse une data sheet en millibars et qu'eux, ils trouvent la capsule qui correspond. Donc, c'est des documents qui sont supposés être un peu universels pour faciliter la communication entre les utilisateurs et puis les fournisseurs. Donc ici, je vais lancer donc 0 à 200, par exemple. Et au niveau de l'échelle de calibration, je vais leur dire de me calibrer de 0 à 106,21. Donc, voilà comment on peut arriver à spécifier un transmetteur de pression différentielle pour une mesure de niveau. Et donc, on ne peut pas se lancer directement dans l'établissement de la datasheet si on n'a pas fait ce premier calcul préliminaire. Et le calcul, il peut s'avérer encore un peu plus complexe que ce qui a été présenté en fonction du type de montage. Si vous avez une colonne de liquide avec un décalage de 0, etc. Donc ici, vous avez par exemple l'elevation et la suppression. Donc c'est des éléments qui tiennent en compte le fait que, par exemple, votre capteur, ici, pour le besoin de simplification, on l'a présenté exactement au même niveau. Après, vous avez des sites sur lesquels c'est pas possible de l'avoir au même niveau, il sera certainement plus en bas. Le fait de le mettre plus en bas va signifier que la prise d'impulsion, c'est-à-dire la tuyauterie entre le procédé et le capteur va être remplie déjà du fluide. Donc, il va induire une première mesure qui, si elle n'est pas supprimée, va perturber la mesure principale. Et donc, ça va jouer dans la calibration de l'instrument. Donc, il y a des cas qui peuvent s'avérer plus compliqués que cela. Bien évidemment, ces automations, nous, on fournit ce conseil-là, ce service aux entreprises. Si vous avez des cas spécifiques pour choisir des capteurs et tout, on est capable de choisir la meilleure technologie et puis de faire la spécification et le dimensionnement. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez des plus sur la vidéo. Partagez-la massivement. Laissez des commentaires s'il y a des éléments à clarifier, si vous souhaitez aborder des sujets spécifiques. Et à bientôt sur la chaîne pour notre prochaine vidéo.